Je m'appelle Laure Martin, j'ai 33 ans, et pendant des années, Noël dans la somptueuse villa de mes parents sur la Côte d'Azur semblait parfait vu de l'extérieur. Les invités arrivaient en robe de soirée et en smoking, mon père levait son verre sous les lustres en cristal, et ma sœur Adrienne trônait au centre de la table, rayonnante comme le joyau de la famille. Mais tandis que les photographies immortalisaient les rires et les toasts, j'étais cachée en cuisine, préparant festin après festin comme si j'étais une employée. 5 années se sont écoulées ainsi, mes mains dans la farine et le feu, tandis que mon visage disparaissait de chaque souvenir. Jusqu'à cette nuit où quelque chose en moi a cédé, et le silence que j'avais si longtemps porté a finalement éclaté. Que se passe-t-il lorsque la fille qui a été effacée décide qu'elle ne jouera plus son rôle? Restez avec moi, car voici le Noël qu'ils n'ont jamais vu venir. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. La cuillère à sauce a glissé de ma main et a heurté le sol carrelé, éclaboussant mon tablier d'une sauce brune. Je me suis figée, regardant la tache s'étendre sur l'ourlet de mon pull, tandis que de la salle à manger parvenaient des éclats de rire, le tintement des verres et la voix tonitruante de mon père. Ils avaient commencé sans moi. Je suis restée accroupie un instant, les genoux pressés contre le carrelage froid, l'odeur de la dinde rôtie emplissant l'air. De là où j'étais agenouillée, je pouvais voir, par la porte ouverte, la salle à manger. Le lustre scintillait au-dessus de la table en acajou poli, dressée avec du cristal et de la porcelaine fine, une scène qui aurait dû sembler chaleureuse et accueillante. Au lieu de cela, elle ressemblait à une pièce de théâtre où tout le monde avait sa place, sauf moi. Ma sœur Adrienne était assise au centre, portant une robe de soie émeraude qui captait la lumière à chaque mouvement de sa main. Père se penchait vers elle, son visage rayonnant de fierté. Mère était assise à côté de lui, hochant la tête, touchant le bras d'Adrienne avec ce sourire qu'elle ne réservait qu'à elle. Les invités, des hommes en costume sur mesure et des femmes parées de diamants, buvaient les paroles d'Adrienne comme si elle était la star de la soirée. J'ai baissé les yeux vers mes mains, rougie par des heures passées à hacher et à arroser la volaille. La sauce que j'avais fait mijoter toute la matinée avait fini sur le sol, gaspillée, pendant que ma famille portait un toast sans moi. Ma poitrine s'est serrée. Depuis 5 ans, cette scène se répétait. Je cuisinais, je nettoyais, je préparais, pendant qu'ils souriaient pour les photographes, levaient leurs verres et louaient ma sœur. J'ai attrapé un torchon et je me suis essuyé les mains. L'horloge du four indiquait 19h15. Le dîner avait officiellement commencé, et j'étais toujours en cuisine. Les talons de ma mère ont claqué sur le sol en marbre avant qu'elle n'apparaisse à l'embrasure de la porte. Elle a jeté un coup d'œil, ses yeux balayant le comptoir rempli de nourriture. « Laure, a-t-elle dit, sans même me regarder pleinement, assure-toi de sortir un autre plateau de mignardises pour les invités. Adrienne ne devrait pas avoir à courir partout ce soir. » Ces mots ont atterri plus lourdement que la cuillère. J'ai pressé le torchon dans mes mains et j'ai hoché la tête sans parler. Elle était déjà partie avant que je ne puisse répondre, son parfum flottant dans l'embrasure de la porte. J'ai regardé à nouveau vers la salle à manger. Les invités riaient alors que mon père levait son verre à Adrienne. « Notre fierté et notre joie, a-t-il dit. Elle nous fait briller chaque année. » Une salve d'applaudissements a suivi. Mon estomac s'est noué, les muscles de ma mâchoire se sont contractés. J'aurais voulu entrer et crier que j'étais debout depuis l'aube, que c'était moi qui avais assaisonné la dinde, fouetté la purée de pommes de terre, cuit les tartes. Au lieu de cela, j'ai tout ravalé, comme chaque année. Mais quelque chose en moi a changé. Je me suis redressée, mon reflet me fixant depuis la porte du four, mes yeux plus sombres que dans mon souvenir. Je n'étais pas une invitée dans cette maison. J'étais la main-d'œuvre, le chef silencieux que personne ne photographiait, la fille à qui personne ne portait de toast. J'ai posé le plateau de mignardises sur le comptoir, mes doigts agrippant le bord en argent jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le bourdonnement des voix de la salle à manger s'est intensifié à mesure que le vin coulait, chaque rire étant un rappel de ma place. Le rire de ma sœur a retenti, clair, aigu, triomphant. J'ai inspiré longuement et expiré lentement. Assez. J'ai essuyé la dernière trace de sauce de mon tablier, j'ai plié le torchon et je l'ai posé soigneusement sur le comptoir. Mes mains étaient stables pour la première fois de la journée. J'ai jeté un dernier regard à la scène brillante à travers l'embrasure de la porte, puis je me suis retournée vers la cuisine, mon cœur battant à un nouveau rythme. Cette année, je ne me laisserai pas disparaître derrière les portes battantes. Je me suis versé un verre d'eau, le liquide frais me ramenant à la réalité, et je me suis appuyée contre le comptoir. La nuit ne faisait que commencer, mais dans ma poitrine, je savais déjà que la fin ne ressemblerait pas aux années précédentes. La cuillère gisait immobile sur le sol, petit témoin argenté de ma décision. Je me suis penchée, je l'ai ramassée, je l'ai rincée à l'évier et je l'ai mise de côté. Mes mains ont tardé sous l'eau courante, plus longtemps que nécessaire, comme pour laver non seulement la sauce, mais aussi 5 années d'épuisement. Mon esprit rejouait chaque mois de décembre, les mêmes instructions, les mêmes sourires condescendants. La voix de ma mère résonnait dans ma tête, me disant que j'étais utile en cuisine, tandis que ma sœur était destinée au feu de la rampe.
Je me suis séché les mains et j'ai ouvert la porte du four, vérifiant une fois de plus la dinde. La peau dorée crépitait sous la chaleur, le jus grésillait au fond du plat. L'odeur était parfaite, mais cela ne me procurait plus un sentiment d'accomplissement. C'était comme une chaîne qui me liait à un rôle que je n'avais jamais demandé. À travers l'embrasure de la porte, j'ai vu Adrienne lever son verre, son sourire large tandis que les invités applaudissaient. Elle ressemblait à une reine recevant un hommage. Mon père s'est penché plus près, racontant à l'un de ses collègues comment Adrienne avait joué un rôle déterminant lors d'un récent dîner d'affaires. Je me sentais invisible, alors que tout le festin dont il se régalait existait grâce à moi. Ma tante Rachel a croisé mon regard depuis le bout de la table. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête, assez subtil pour n'être remarqué par personne d'autre. Ce simple geste a envoyé une vague de chaleur en moi. Au moins une personne dans cette pièce me voyait. J'ai pressé mes paumes contre le comptoir pour me stabiliser. L'idée d'entrer là-bas, d'exiger une place, m'a presque fait avancer, mais des années de silence ont cloué mes pieds au sol. Ma respiration est devenue courte, mon cœur battant plus fort que le cliquetis des fourchettes contre la porcelaine. Je me suis forcée à respirer profondément, sentant le romarin et l'ail dans l'air. Mes mains tremblaient moins maintenant, stabilisées par quelque chose que je ne m'étais jamais autorisée à ressentir auparavant, la résolution. Je me suis versé un verre de vin cette fois-ci, pas de l'eau. Le liquide rouge miroitait sous les lumières de la cuisine. Je l'ai levé légèrement, comme pour porter un toast à ma propre rébellion silencieuse. La première gorgée m'a brûlé, mais elle m'a réchauffé d'une manière qui semblait juste. Je suis resté là, à écouter, laissant leur voix me submerger sans me laisser me noyer. Cette fois, je savais que ces années avaient mené à ce moment. La cuillère sur le sol, les rires sans moi, les photographies qui n'incluraient jamais mon visage. Pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais le choix. La dinde finirait de cuire dans 40 minutes. Les tartes refroidissaient sur le comptoir, leur doux parfum emplissant la pièce. Tout était prêt, et pourtant je ne me sentais plus obligée de servir. J'ai regardé la porte à nouveau, non pas avec envie cette fois, mais avec clarté. Ma place n'était pas dans cette pièce si cela signifiait m'effacer. Je leur avais donné 5 ans. Ce soir était déjà différent, même s'ils ne le savaient pas encore. J'ai siroté le vin lentement, j'ai posé le verre et j'ai redressé les épaules. Le son du rire de ma sœur a de nouveau retenti, mais cette fois, il ne m'a pas transpercé. Il résonnait comme un bruit de fond à une décision que j'avais déjà prise en silence. La nuit s'étendait devant moi, et pour la première fois depuis des années, elle me semblait m'appartenir. Cela faisait 5 ans depuis ce 1er décembre où tout avait basculé, bien qu'à l'époque je m'étais dit que ce n'était que temporaire. En 2018, quand mes parents m'avaient appelé pour que je rentre à la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat une semaine avant Noël, j'avais été flattée. Je pensais qu'ils voulaient peut-être passer plus de temps avec moi, qu'ils s'ennuyaient de moi d'une manière qu'ils ne disaient jamais à voix haute. La réalité était différente. J'avais fait la route depuis Lyon après le travail, le coffre de ma voiture rempli de cadeaux que j'avais soigneusement emballés. Mon patron avait été assez généreux pour me laisser prendre quelques jours de congé supplémentaires. J'imaginais des soirées douillettes au coin du feu, à rattraper le temps perdu avec mes parents, peut-être même à emmener Adrienne faire des achats de dernière minute comme quand nous étions enfants. Au lieu de cela, quand je suis arrivée, ma mère m'a accueillie avec une liste. Pas une suggestion douce, mais un programme détaillé et dactylographié, agrafé à un dossier. Dinde, tarte, gratin, amuse-bouche, tout était organisé par jour et par heure. Elle l'a dit avec un sourire, comme si elle me faisait une faveur, en me disant que j'étais si talentueuse en cuisine que personne d'autre ne pourrait réussir le banquet de Noël. Je me souviens avoir fixé cette liste, les points nets qui réduisaient mes vacances à des températures de four et des heures de service. Adrienne est entrée dans la pièce à ce moment-là, vêtue d'un pull en cachemire et parlant d'un gala auquel elle assistait avec les partenaires commerciaux de mon père. Mère lui a tendu une coupe de champagne et m'a dit de commencer la compotée d'érelles. Dès la 2e nuit, j'ai compris dans quoi je m'étais engagée. Je hachais des légumes jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal, j'étalais des pâtes à tarte de l'aube à minuit, je polissais l'argenterie pendant qu'Adrienne essayait des robes devant le miroir en pied, demandant à notre mère quelle nuance était la meilleure sous le lustre de la salle à manger. Je voulais lui dire que toutes les nuances allaient bien si on n'avait jamais à toucher une casserole. La veille de Noël, j'avais prévu de retrouver des amis à Nice pour prendre un verre. J'attendais cela avec impatience depuis des semaines, une rare occasion de me sentir jeune et libre. Mon père m'a arrêté à la porte, sa main ferme sur mon épaule. Il a dit que les invités arrivaient plus tôt que prévu et qu'on avait besoin de moi en cuisine. Son ton indiquait clairement que ce n'était pas optionnel. Je me souviens avoir envoyé un SMS à mes amis, annulant à la dernière minute, promettant de me rattraper. Ils ont répondu avec des émojis en forme de cœur et m'ont dit de ne pas m'inquiéter, mais ma gorge me brûlait alors que je rangeais mon téléphone et nouais mon tablier. La soirée s'est prolongée, les rires débordant de la salle à manger. Je transportais des plateaux, équilibrant des plats plus
lourd que je ne pouvais confortablement porter, tandis que les invités complimentaient le style d'Adrienne, son assurance, son charme. Pas une seule personne ne m'a regardé. Quand je me suis enfin glissée dans le couloir, m'appuyant contre le mur pour reprendre mon souffle, Adrienne se tenait là, une coupe de champagne à la main, entourée des collègues de mon père. Elle a désigné le rôti sur la table et a dit que c'était son idée d'ajouter le romarin. Ils ont hoché la tête avec approbation. Une chaleur m'est montée au visage, car c'était moi qui avais expérimenté avec les herbes ce matin-là, ajustant jusqu'à ce que la saveur soit parfaite. J'ai failli parler, failli leur dire la vérité. Mais j'ai vu ma mère qui m'observait de l'autre côté de la pièce, son expression acérée. Je suis retournée en cuisine, les mots se dissolvant dans ma gorge. Plus tard dans la nuit, alors que je frottais des casseroles couvertes de graisse, j'ai entendu mon père porter un toast à Adrienne. Puisse-t-elle toujours garder cette famille unie, a-t-il dit. Des applaudissements ont éclaté. J'étais debout devant l'évier, l'eau brûlante sur mes mains, et j'écoutais les acclamations qui ne m'étaient jamais destinées. Le lendemain matin, c'était le jour de Noël. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres tandis que le papier cadeau jonchait le sol du salon. Adrienne a ouvert un bracelet de chez Cartier, mon père faisant glisser la boîte en velours sur la table avec fierté. J'ai déballé un nouvel ensemble de bols à mélanger. Mère a applaudi, me disant qu'elle savait que je les aimerais, puisque je passais tant de temps à cuisiner. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose de pointu se loger dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas du bracelet ou des bols. C'était le message que ma place avait été décidée sans moi. Adrienne brillait sous les projecteurs, tandis qu'on me tendait les outils pour rester en cuisine. Cet après-midi-là, alors que je chargeais ma voiture pour retourner à Lyon, ma mère m'a brièvement étreinte. Elle m'a dit combien elle était reconnaissante que j'ai rendu les fêtes parfaites. Elle a promis que tout le monde se souviendrait de la merveilleuse célébration que cela avait été. Je savais qu'elle voulait dire que tout le monde se souviendrait d'Adrienne riant sous le lustre, de mon père portant son toast, des invités sirotant leur vin. Personne ne se souviendrait de la femme qui avait passé 3 jours penchée sur la cuisinière. Je suis repartie, l'odeur de la dinde s'accrochant encore à mes vêtements. La radio jouait des chants de Noël joyeux, mais je l'ai éteinte. Le silence était plus facile à supporter que le rappel de mon invisibilité. Cette première année a établi le schéma. Je me suis dit que c'était seulement parce qu'Adrienne avait été occupée, que peut-être la prochaine fois les choses s'équilibreraient. Je voulais croire que mes parents nous aimaient également, que j'étais simplement douée pour la cuisine et l'organisation. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. La vérité était que mes parents voyaient Adrienne comme le joyau de la famille Martin, la fille qui porterait leur nom dans les dîners mondains et les galas de charité. Et ils me voyaient comme fiable, stable, utile. Celle qui faisait tourner les rouages pour que le spectacle soit impeccable de l'extérieur. C'est cette année-là que le rôle de chef de Noël m'a été confié sans mon consentement. Et une fois qu'il fut mien, il n'y avait plus moyen de le rendre. Je serrai plus fort le volant en y repensant maintenant, des années plus tard, debout à nouveau dans cette même cuisine, avec l'odeur de sauce et d'ail épaisse dans l'air. Ce 1er décembre était censé être spécial, mais il avait été le début de ma disparition. La nuit qui s'annonçait, en 2022, me semblait lourde du poids de chaque décembre qui l'avait précédé. Je réalisais à quel point j'avais renoncé à moi-même, un Noël après l'autre, et combien plus je risquais de perdre si je restais silencieuse une fois de plus. Le souvenir de cette première liste que ma mère m'avait tendue me brûlait l'esprit. Les colonnes nettes de recettes, les rappels surlignés, la façon dont elle avait dit que c'était parce que j'étais talentueuse. Je l'avais cru à l'époque. Maintenant, je voyais cela pour ce que c'était vraiment, une cage déguisée en compliment. Et debout dans cette cuisine, 5 ans plus tard, j'ai enfin compris que la porte avait toujours été ouverte. Il me suffisait simplement de décider de la franchir. Le Noël de 2019 est arrivé avec un poids plus lourd que le précédent, non seulement parce que je savais ce qu'on attendait de moi, mais aussi parce que mon propre anniversaire tombait la veille de Noël. J'ai eu 30 ans cette année-là, un âge qui semblait important, un jalon qui méritait un peu de reconnaissance. Je me suis dit que ce serait peut-être différent, que peut-être mes parents remarqueraient, que peut-être ma sœur se souviendrait même de me le souhaiter. J'avais tort. La semaine précédente, j'avais mentionné nonchalamment sur le groupe de discussion familiale que j'avais hâte de célébrer à la fois mon anniversaire et Noël. Le message a reçu une seule réponse brève de ma mère, un emoji pouce levé. Adrienne n'a jamais répondu. Mon père n'a écrit que pour me rappeler d'acheter une marque spécifique de vin en venant de Lyon. Quand je suis arrivée à la villa, la maison brillait de décorations. Le sapin scintillait dans la fenêtre du salon, des guirlandes enroulaient l'escalier, et le rire d'Adrienne descendait le couloir avant même que j'aie posé ma valise dans la chambre d'amis. Elle se tenait près de la cheminée dans une robe en velours rouge, la montrant à mes parents. Mon père lui a dit qu'elle était radieuse, ma mère qu'elle était l'image de l'élégance. Aucun d'eux ne m'a regardé quand je suis entrée, traînant mon sac derrière moi. Mère m'a glissé une autre liste dans la main avant même que je puisse enlever mon manteau. Elle m'a rappelé que nous avions des invités importants cette année et que le dîner devait être parfait.
J'ai jeté un coup d'œil au papier et n'ai vu aucune mention de mon anniversaire, seulement des heures pour glacer les jambons, des instructions pour les accompagnements et des rappels pour polir les plats de service. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, mais je me suis forcée à sourire. Ce soir-là, pendant que j'étais en cuisine à préparer les légumes, Adrienne est entrée, portant des talons et du parfum. Elle s'est perchée sur un tabouret, sirotant du vin, et m'a parlé d'un gala auquel elle assistait à Monaco la semaine suivante. Elle a dit que père allait la présenter à un promoteur immobilier qui pourrait l'aider avec un nouveau projet. Je continuais à hacher des carottes, le couteau frappant la planche à découper, pendant qu'elle parlait de la fatigue d'être toujours aussi demandée. J'aurais voulu lui demander si elle savait ce que signifiait vraiment être fatiguée, si elle avait déjà passé 12 heures devant une cuisinière pendant que les gens à l'extérieur portaient des toasts à ses accomplissements. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. Elle a fini son vin et m'a embrassée sur la joue avant de partir se préparer pour une autre fête. L'odeur de son parfum est restée longtemps après son départ. Le matin de la veille de Noël, je me suis réveillée avant le lever du soleil pour mettre la dinde au four. En milieu d'après-midi, la cuisine était une fournaise, mes cheveux collés à mon front, mon dos endolori. Je me suis dit de tenir bon, car au moins cette nuit était spéciale. J'avais 30 ans, ils allaient sûrement le remarquer. Alors que les invités arrivaient, j'équilibrais des plateaux de hors-d'œuvre à travers la foule. J'ai entendu mon nom une ou deux fois, quand quelqu'un a demandé à ma mère qui avait préparé la nourriture. Chaque fois, elle a répondu d'un geste de la main que sa fille avait aidé, puis elle les a ramenés vers Adrienne, qui montrait un bracelet en diamant qu'elle prétendait être un cadeau d'un client reconnaissant. Au moment où le dîner a été servi, la salle à manger bourdonnait de conversation. J'ai apporté le rôti, je l'ai posé sur la table et je me suis retirée dans l'ombre. Mon père s'est levé et a levé son verre. Je me suis préparée, pensant qu'il mentionnerait peut-être mon anniversaire, qu'il dirait peut-être une seule phrase sur moi. Au lieu de cela, il a souri à Adrienne et a dit à tout le monde à quel point il était fier de son nouveau rôle dans l'entreprise familiale, Martin Immobilier. Il a dit qu'elle attirait déjà des clients et construisait des relations qui assuraient leur héritage. Les invités ont applaudi. Je suis restée près de la porte, tenant un plateau vide. Le repas a duré des heures. Chaque rire, chaque toast, chaque flash d'appareil photo semblait se concentrer sur Adrienne. Quand le gâteau est arrivé, couvert de roses en glaçage, j'ai senti une lueur d'espoir. C'était un gâteau magnifique, le genre que j'aurais choisi pour mon anniversaire. Mais alors que les bougies étaient allumées, ma mère s'est penchée et a murmuré que c'était pour Adrienne, une façon de célébrer son nouveau poste. Les invités ont chanté pendant qu'Adrienne se penchait en avant, son visage rayonnant à la lueur des bougies. Je me tenais au fond de la pièce, oubliée, mon anniversaire effacé. Quand elle a soufflé les bougies, les applaudissements ont été assez forts pour couvrir le son de mon cœur qui se brisait. Plus tard, quand les assiettes ont été débarrassées, Adrienne a fait un geste modeste de la main et a remercié tout le monde pour leur gentillesse. Elle leur a dit qu'elle avait de la chance de faire partie d'une famille aussi solidaire. Les mots m'ont paru comme de l'acide sur la peau. Personne ne m'a regardé, moi, celle qui avait fait le gâteau, celle qui avait manqué sa propre fête d'anniversaire pour servir la sienne. Je me suis échappée dans la cuisine et j'ai pressé mes paumes contre le comptoir. Ma poitrine me faisait mal, non pas à cause du travail, mais à cause du silence. L'horloge de la cuisine tic-taquait plus fort que d'habitude, chaque seconde rappelant que mon 30e anniversaire s'était écoulé sans la moindre reconnaissance. Je me suis essuyé les yeux avec le coin de mon tablier avant de retourner servir le café aux invités. Le matin de Noël, je me suis réveillée au son des rires dans le salon. Adrienne ouvrait des cadeaux, un nouveau sac à main de la part de mon père, des boucles d'oreilles en perles de la part de ma mère. J'ai déballé les miens dans un coin du canapé, une paire de maniques de four décorées de feuilles de houx. Mère a applaudi et a dit qu'elle savait que je les adorerais, puisque j'étais toujours en cuisine. J'ai forcé un sourire et j'ai dit merci. Le reste de la journée s'est écoulé dans un flou de vaisselle et de nettoyage. Quand je me suis enfin glissée dans le siège conducteur de ma voiture ce soir-là, le bracelet au poignet d'Adrienne scintillait alors qu'elle me faisait au revoir de la main. Je suis restée assise un moment, les mains sur le volant, fixant la maison qui m'avait semblé moins un foyer que jamais. L'autoroute s'étendait devant moi, le ciel sombre et clair. Mon téléphone a vibré avec un message d'un ami de Lyon, me demandant comment s'était passé mon anniversaire. J'ai fixé l'écran, incapable de répondre. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et j'ai conduit en silence, la douleur dans ma poitrine plus lourde que les sacs de restes dans le coffre. Cette année-là m'a appris que les attentes pouvaient effacer même les jalons les plus personnels. Mon 30e anniversaire a disparu dans l'éclat des projecteurs de ma sœur. Je me suis dit que je pouvais le supporter, que l'année suivante serait meilleure, mais au fond de moi, je savais que le schéma ne faisait que commencer. Le souvenir de cette nuit m'a suivi à chaque mois de décembre suivant, le goût du glaçage et de la fumée. De bougies mêlées à la douleur d'être invisible. Je n'ai jamais oublié ce que cela faisait de se tenir dans une pièce pleine de gens et de réaliser que personne ne vous voyait. Et alors que je me tenais dans la même cuisine des années plus tard,
la dinde rôtissant une fois de plus dans le four, le poids de cet anniversaire perdu me pressait les côtes, me rappelant tout ce qui m'avait déjà été pris. Le Noël de 2020 est arrivé avec une lourdeur que je pouvais sentir dans mes os. C'était l'année où le monde extérieur semblait s'effondrer, et pourtant, à l'intérieur de la villa de mes parents, la pression pour organiser un banquet impeccable n'a jamais faibli. Si quoi que ce soit, ma mère insistait sur le fait que c'était plus important que jamais, que notre famille devait projeter la force et le raffinement quand tout le monde luttait. J'ai fait la route depuis Lyon avec le coffre de ma voiture une fois de plus rempli de provisions. J'avais dépensé la moitié de mon salaire pour faire le plein d'ingrédients que ma mère jugeait trop importants pour être laissés au hasard. Adrienne n'a pas levé le petit doigt. Elle est arrivée dans l'allée en même temps que moi, sortant de sa Mercedes avec un masque de créateur assorti à son manteau. Mon père s'est précipité pour l'aider à porter ses sacs tandis que je me débattais seule avec des brassées de farine, de sucre et de plats à rôtir. À l'intérieur, l'air sentait le pain et la cannelle. Ma mère avait déjà mis des chants de Noël au piano à queue. Elle m'a à peine salué avant de me diriger vers la cuisine. « Adrienne, dit-elle chaleureusement, pourquoi ne racontes-tu pas plus tard à nos invités ta nouvelle promotion? Laure, assure-toi que la compotée d'érelle est parfaite cette année. Tout le monde l'attend avec impatience. » La compotée d'érelle avait toujours été ma spécialité. J'aimais l'expérimenter avec des oranges et des épices, tester jusqu'à ce que la saveur soit équilibrée. C'était l'un des rares plats dont j'étais fière, un plat qui portait une partie de moi. J'ai passé des heures à faire mijoter les baies, à ajouter du zeste, à goûter, à ajuster. Mes mains étaient collantes de sucre, mon tablier éclaboussé, mais quand j'ai goûté la dernière cuillerée, j'ai su qu'elle était bonne. Elle était mienne. Ce soir-là, la salle à manger s'est à nouveau remplie de voix. J'ai apporté les plateaux, je les ai posés et je me suis retirée pendant que mon père commençait à présenter Adrienne à un couple riche de Monaco. Il a vanté ses compétences en relations publiques, la manière dont elle aiderait l'entreprise familiale à se développer. Adrienne a souri gentiment et a balayé les compliments comme s'ils la gênaient, bien que je puisse voir la fierté dans ses yeux. Quand le repas a commencé, j'ai servi chaque plat un par un. Je me sentais de nouveau invisible, mais au moins j'avais la compotée. Alors que le bol circulait, l'un des invités de mon père en a pris une cuillerée et son visage s'est illuminé. Il a dit que c'était incroyable, la meilleure qu'il ait jamais goûtée. D'autres ont approuvé, hochant la tête, se resservant. Mon cœur s'est gonflé un instant. Puis la voix de ma mère a tranché. N'est-ce pas qu'Adrienne est talentueuse? Elle insiste toujours sur les érelles, et elle a un si bon palais. Les mots ont coulé comme des pierres. J'ai regardé Adrienne, attendant qu'elle rectifie, qu'elle dise que c'était moi qui étais en cuisine depuis le matin, moi qui avais remué cette casserole jusqu'à ce que mon bras me fasse mal. Mais elle a seulement souri, a baissé les cils et a murmuré qu'elle était heureuse que tout le monde apprécie. Les invités ont applaudi poliment, certains se penchant sur la table pour lui toucher la main. Je suis restée figée, le plateau pressé contre ma poitrine. Mes joues brûlaient si fort que je pensais que toute la pièce devait le voir. Mon père a de nouveau levé son verre et a porté un toast à Adrienne pour sa créativité, pour savoir toujours ce dont la famille avait besoin. Les invités ont fait écho à ces paroles. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le plateau. Je me suis glissée dans la cuisine et je me suis appuyée contre le comptoir, ma respiration courte. Le bol de compotée supplémentaire était là, intact, brillant d'un rouge rubis sous les lumières. Je l'ai fixé jusqu'à ce que les bords de ma vision se brouillent. Tout ce que je voulais, c'était entrer et crier que c'était le mien, qu'Adrienne n'avait jamais fait bouillir une casserole d'eau de sa vie. Mais ma gorge s'est nouée. Ma voix avait disparu des années auparavant, enterrée sous les listes et les attentes. Après le dessert, alors que les invités s'attardaient dans le salon avec un digestif, je me suis occupée de la vaisselle. Tante Rachel est entrée, tenant son verre vide. Elle l'a posé sur le comptoir et m'a touché le bras. Cette compotée était quelque chose de spécial, a-t-elle murmuré. Je sais que c'était la tienne. Des larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai ravalées. J'ai simplement hoché la tête, craignant que ma voix ne se brise. Elle m'a fait un petit sourire avant de retourner avec les autres. Ce moment est resté avec moi, la seule reconnaissance que j'ai reçue cette nuit-là. Plus tard, alors que je frottais la dernière casserole, j'ai entendu Adrienne rire dans la pièce voisine, ses bracelets tintant alors qu'elle gesticulait de manière théâtrale. Mère disait aux invités comment Adrienne avait hérité du don de sa grand-mère pour recevoir. Je me suis séché les mains lentement, fixant mon reflet dans la fenêtre sombre de la cuisine. Tout ce que je voyais, c'était quelqu'un qui avait renoncé à sa fierté, morceau par morceau, chaque mois de décembre. Cette nuit-là, je suis restée éveillée dans la chambre d'amis, écoutant les vagues au-delà de la propriété. Ma poitrine était vide. J'ai pensé à la compotée, la seule chose qui portait mon nom, silencieusement effacée aussi facilement que du papier cadeau sur un présent. Je me suis promis que l'année suivante serait différente, que je trouverais un moyen de m'accrocher à quelque chose qui m'appartenait. Alors que je me tenais des années plus tard dans cette même cuisine, l'odeur de la dinde emplissant à nouveau l'air, je me suis souvenu du regard d'Adrienne alors qu'elle acceptait les louanges pour mon travail.
Le souvenir m'a oppressé, lourd et implacable, me rappelant à quel point j'avais perdu une partie de moi-même chaque fois que j'étais restée silencieuse. Le Noël de 2021 a apporté une douleur d'un autre genre, une qui coupait plus profondément que des anniversaires oubliés ou des recettes volées. C'était l'année où j'ai réalisé que même les souvenirs enregistrés pour que le monde entier les voie ne m'incluaient pas. La villa était plus illuminée que jamais. Mon père avait insisté pour avoir des décorateurs professionnels et ma mère avait engagé un photographe pour immortaliser la soirée pour ses publications sur les réseaux sociaux. Les invités entraient en robe de soirée et en smoking, riant en se débarrassant du froid de décembre à la porte. Adrienne a descendu l'escalier dans une robe à paillettes argentées qui scintillait à chaque pas. Les flashs des appareils photo ont crépité avant même qu'elle n'atteigne le bas. J'étais déjà en cuisine, en train d'étaler de la pâte à tarte, mon tablier saupoudré de farine. De là où je me tenais, je pouvais voir le photographe chercher les bons angles, ajuster l'éclairage du lustre, dire à Adrienne d'incliner le menton juste comme il faut. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, espérant qu'il entrerait peut-être et capturerait le vrai travail qui se déroulait en coulisses. Il n'est jamais venu. Ma mère est entrée précipitamment dans la cuisine à un moment donné, son téléphone vibrant de notifications. « Laure, a-t-elle dit sèchement, assure-toi que la purée est bien lisse, sans grumeaux. Et garde les petits pains couverts pour qu'ils restent chauds. » Puis elle s'est retournée vers le salon, sa voix s'élevant de plaisir en appelant Adrienne. Quand l'heure du dîner est arrivée, j'ai sorti les plateaux comme toujours, les disposant sur la table polie avant de me retirer. Le photographe prenait photo après photo, capturant les rires, les toasts, l'éclat des verres de vin levés bien haut. J'attendais toujours qu'il tourne son appareil vers moi, qu'il reconnaisse ne serait-ce que ma présence. Il ne l'a jamais fait. Après le plat principal, je suis retournée en cuisine pour couper les tartes. Alors que je les plaçais soigneusement sur des plats de service, j'ai de nouveau entendu le clic de l'appareil photo. J'ai jeté un coup d'œil par l'embrasure de la porte et j'ai vu Adrienne se pencher près de mon père, tous deux souriant largement alors que les invités applaudissaient derrière eux. Le photographe a capturé l'image parfaite d'une famille dorée, rayonnante sous le lustre. Quand j'ai enfin servi le dessert, j'ai essayé de rester sur le bord de la pièce, espérant peut-être apparaître à l'arrière-plan d'une seule photo. J'équilibrais les assiettes, souriais poliment quand les invités me remerciaient, et je me suis rapproché du groupe que ma mère organisait près du sapin pour une photo. Elle a fait signe à tout le monde de se rassembler. J'ai avancé, hésitante, tenant un plateau de tasse à café. Avant que je puisse le poser, la main de ma mère s'est posée légèrement sur mon épaule. Elle a murmuré que je devrais finir de remplir les verres et ne pas m'inquiéter, que le photographe prendrait beaucoup de clichés. Puis elle m'a doucement écarté sur le côté. Le temps que je me retourne, le flash avait déjà éclaté. Plus tard, quand les invités étaient partis et que la maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du lave-vaisselle, j'ai erré dans le salon. L'odeur de pain était forte et du papier cadeau collait encore au coin du tapis. Ma mère était assise sur le canapé, faisant défiler son iPad, son sourire crispé de satisfaction. Je me suis penché par-dessus son épaule et j'ai vu les nouvelles publications qu'elle avait mises en ligne. Des dizaines de photos remplissaient l'écran. Adrienne au centre de chaque cliché. Adrienne versant du vin, Adrienne riant avec mon père, Adrienne se tenant gracieusement à côté du sapin. Je me suis cherché, scrutant chaque coin de chaque photo, et n'ai trouvé que des aperçus. Le bord de ma main posant une assiette, le flou de mon épaule alors que je sortais du cadre. Jamais mon visage. Ma poitrine s'est serrée. J'ai demandé doucement s'il y avait des photos avec moi. Ma mère a levé les yeux, surprise, comme si la question l'étonnait. Elle a fait défiler rapidement, puis a souri d'une manière qui semblait répéter. « Tu étais occupée en cuisine, ma chérie. Tu sais bien que tu n'aimes pas être sur les photos de toute façon. » Je voulais protester, lui dire que je n'avais jamais dit ça, que je voulais une preuve que je faisais partie de la famille. Mais ma gorge s'est nouée, comme toujours. Au lieu de cela, je suis retournée dans la cuisine et j'ai frotté les comptoirs jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Le lendemain matin, pendant qu'Adrienne dormait tard, j'ai traversé la maison seule. La guirlande sur l'escalier scintillait, le sapin brillait encore, et la table de la salle à manger semblait figée dans le temps. Mes pas résonnaient dans le vide. J'imaginais toutes les photos postées en ligne, les amis et connaissances commentant la beauté de la famille Martin. Personne ne saurait que j'avais été là. Avant de charger ma voiture pour retourner à Lyon, je me suis arrêtée à la porte et j'ai jeté un coup d'œil autour de la propriété. La mer scintillait au-delà de la pelouse, la lumière du soleil se reflétant sur les vagues. Un instant, j'ai pensé à la petite fille que j'étais, debout sur cette même terrasse, rêvant de l'avenir. Elle avait cru que ses parents la verraient toujours, qu'elle comptait autant que sa sœur. En me glissant derrière le volant, le poids de la nuit précédente m'a oppressé. Ce n'était pas seulement que mon travail avait été ignoré. C'était que mon existence même avait été effacée des archives. Mes parents avaient choisi quelle histoire raconter, et c'était une histoire où je n'existais pas. De retour sur l'autoroute, j'ai conduit en silence, mon téléphone vibrant d'alertes provenant des publications de ma mère.
Chacune portait le nom d'Adrienne, son sourire, son éclat. Je les ai toutes ignorées, agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. L'année 2021 s'est terminée ainsi, avec la certitude que l'héritage de ma famille serait documenté sans moi. Et alors qu'un autre mois de décembre approchait, je savais que quelque chose en moi devait changer. La question était de savoir si je trouverais un jour le courage de le laisser faire. En décembre 2022, l'air autour de la villa de la Côte d'Azur semblait différent. Bien que les décorations scintillent comme toujours, je conduisais depuis Lyon avec le coffre plein d'ingrédients, les mains crispées sur le volant tout le long du trajet. Chaque kilomètre ravivait les souvenirs des 4 dernières années, les listes, les effacements, la fierté volée. Cette fois, je savais exactement à quoi m'attendre, et pourtant, une énergie agitée dans ma poitrine n'était pas là auparavant. Mère m'a accueilli à la porte avec son air affairé habituel. Elle m'a glissé un dossier entre les mains, plus épais que jamais, des pages marquées d'onglets colorés. Dinde, tartes, fruits de mer, amuse-bouche, le timing de chaque plat soigneusement planifié. Elle a souri comme si elle m'offrait un cadeau. Adrienne est entrée derrière elle, vêtue d'un pull en cachemire crème, riant alors que père portait sa valise à l'étage. Elle a embrassé mère sur la joue et s'est dirigée directement vers le salon, où le sapin brillait dans une symétrie parfaite. J'ai traîné mon propre sac jusqu'à la chambre d'amis, la même dans laquelle je dormais depuis l'enfance. L'odeur des sachets de lavande remplissait l'espace, mais cela ressemblait moins à une maison qu'à un hôtel où l'on m'attribuait toujours la même chambre d'angle. Quand je suis retournée à la cuisine, j'ai ouvert le dossier et j'ai parcouru les lignes des yeux. Une note a sauté aux yeux, surlignée en jaune. Confirmer le menu avec Adrienne en fin d'après-midi. La cuisine était chaude. Je hachais et remuais depuis le matin. La voix de mon père résonnait dans le couloir, tonitruante de rire alors qu'il recevait un invité en avance dans le bureau. Les talons de ma mère claquaient sur le carrelage alors qu'elle dirigeait les décorateurs. Adrienne se prélassait sur le canapé avec son téléphone, montrant sa nouvelle manucure, demandant de temps en temps qu'on lui resserve de l'eau pétillante. Alors que je faisais une pause pour reprendre mon souffle, je les ai entendus parler dans la salle à manger. Les mots m'ont transpercé, plus tranchants que le couteau que je tenais. Père demandait si les papiers pour le fonds fiduciaire familial avaient été finalisés. Mère l'a assuré que tout était réglé, que les 12 millions d'euros avaient été sécurisés et seraient placés entièrement au nom d'Adrienne. Mon nom n'a jamais été mentionné. Le couteau a tremblé dans ma main alors que je le posais sur le comptoir. Ma poitrine me brûlait. Je me suis penchée plus près de l'embrasure de la porte, m'efforçant d'entendre. La voix de ma mère est devenue plus douce, presque secrète, mais j'ai saisi les mots clairement. Nous avons retiré le nom de l'or il y a des mois. C'est plus simple ainsi. Adrienne Lummerite. J'ai pressé ma paume contre le comptoir pour me stabiliser. L'air dans la cuisine s'est épaissi jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Mes oreilles bourdonnaient du son de leur voix, réécrivant nonchalamment l'avenir comme si je n'étais rien de plus qu'une réflexion après coup. J'ai pensé aux années que je leur avais données, au fait que j'avais porté sur mon dos, aux plats qui portaient mes empreintes mais jamais mon nom. Je me suis forcée à retourner à la cuisinière, remuant une marmite de soupe qui sentait soudainement l'aigre. Mes mains bougeaient automatiquement tandis que mon esprit tournait. Ils avaient décidé que ma valeur était nulle, que mon rôle dans la famille se terminait à la porte de la cuisine. Adrienne est entrée dans la cuisine peu de temps après, fredonnant pour elle-même. Elle a jeté un coup d'œil aux plateaux alignés, puis s'est appuyée nonchalamment contre le comptoir. « As-tu bien réussi les bouchées au crabe cette fois ?» a-t-elle demandé. « Parce que le client de père les adore. » J'ai mordu ma langue, hochant la tête avec raideur. Les mots que je voulais lui hurler étaient coincés derrière mes dents. Elle a pris une cuillère, l'a plongée dans la compotée d'érelle qui mijotait sur le feu, et l'a goûtée avec un murmure de satisfaction. « Parfait, a-t-elle dit. Je ne manquerai pas de leur dire que c'est exactement comme je l'aime. » Puis elle est sortie, ses talons claquant contre le marbre, me laissant avec la vapeur qui montait autour de moi comme de la fumée. Alors que la soirée s'installait, la villa s'est remplie de monde. Des voitures bordaient l'allée, des lumières brillaient à chaque fenêtre. Des invités en robe à paillettes et en costumes sombres se sont déversés dans la salle à manger, sirotant des cocktails et riant comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. Depuis l'embrasure de la cuisine, j'ai vu Adrienne glisser de groupe en groupe, père la présentant comme l'avenir de Martin Immobilier, mère rayonnant à ses côtés. Je suis restée dans l'ombre, mon tablier bien noué, observant la scène comme un fantôme. La dinde dorait parfaitement dans le four, les tartes refroidissaient sur le comptoir, chaque plat chronométré à la seconde près. Mon corps suivait le script, mais mon esprit rejouait les mots sur le fond fiduciaire encore et encore. 12 millions d'euros, mon nom retiré il y a des mois, Adrienne le mérite. À un moment donné, tante Rachel s'est glissée silencieusement dans la cuisine. Elle portait un verre de vin et l'a posé à côté de moi. Ses yeux ont cherché les miens, doux et stables. « Tu as l'air pâle », a-t-elle dit doucement. « Ça va ?» J'ai forcé un sourire et lui ai dit que j'allais bien, que c'était juste la chaleur. Elle m'a étudié un instant de plus, puis m'a serré le bras. « Souviens-toi,
A-t-elle dit, tu n'es pas invisible pour tout le monde. Puis elle est partie, ses mots flottant comme une bouée de sauvetage. L'horloge se rapprochait de l'heure du dîner. J'ai sorti la dinde du four, sa peau dorée et croustillante. L'odeur a rempli la pièce, riche et lourde. Je l'ai posée sur le comptoir et l'ai fixée longuement, le couteau à découper à côté, brillant sous les lumières. Mon reflet me fixait depuis la lame, mes yeux plus sombres, plus vifs qu'auparavant. Dans la salle à manger, la voix de mon père s'est de nouveau élevée, appelant tout le monde à lever son verre. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais je savais que le nom d'Adrienne y figurait. Des applaudissements ont suivi, le même son qui m'avait hanté chaque mois de décembre. Je suis restée clouée au sol, la dinde fumante devant moi, la liste étalée sur le comptoir, le document du fonds fiduciaire que je n'avais jamais vu résonnant dans mes oreilles. Pour la première fois, le poids de tout cela ne m'a pas écrasé. Il m'a poussé en avant. La nuit ne faisait que commencer, mais au fond de moi, quelque chose s'était déjà libéré. Cet automne-là, au travail à Lyon, j'avais commencé à sentir un changement bien avant de sortir cette dinde du four. Le bureau bourdonnait de discussions sur de nouveaux clients, et pour une fois, mon nom était dans la conversation. J'avais décroché un contrat avec un promoteur immobilier de taille moyenne, qui avait besoin d'une refonte marketing, et la présentation que j'avais conçue avait scellé l'affaire. Mon patron m'a tapé dans le dos et m'a dit qu'il n'avait pas vu un argumentaire aussi percutant depuis des années. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai porté cet éloge avec moi comme une flamme secrète. Je restais tard pour perfectionner les campagnes, non pas parce que je le devais, mais parce que je voulais me prouver que j'étais plus que la personne que ma famille voyait. Je n'étais pas seulement utile avec un plat à rôtir ou une pâte à tarte, je pouvais entrer dans une salle de conseil et voir des hommes 2 fois plus âgés que moi hocher la tête en accord avec mes idées. Chaque succès au travail construisait une couche de confiance que des années de silence à la maison m'avaient enlevée. Un après-midi de novembre, Michel Chen s'est arrêté à mon bureau. C'était un avocat qui s'occupait des contrats pour plusieurs de nos clients, quelqu'un que j'avais rencontré brièvement lors d'événements de réseautage. Il s'est appuyé contre la cloison de mon bureau, souriant de sa manière calme, et m'a dit qu'il avait entendu parler de la campagne que j'avais menée. Il m'a demandé si j'envisagerais de faire du conseil sur un projet parallèle qu'il conseillait. Son ton était respectueux, son intérêt sincère, et cela m'a surprise de voir à quel point ma gorge s'est serrée. J'étais si peu habituée à être reconnue que le plus simple compliment me frappait comme une vague. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement avec des boîtes de plats à emporter étalées sur la table basse, fixant mon ordinateur portable. L'idée que des gens en dehors de ma famille me veuillent pour mes compétences, mon cerveau, et non ma capacité à arroser une dinde, me remplissait d'une étrange légèreté. J'ai esquissé quelques idées, juste pour voir si je pouvais, et avant de m'en rendre compte, je souriais à l'écran. À l'approche de décembre, les SMS de ma mère sont devenus plus insistants. Elle énumérait les plats qu'elle attendait, les heures auxquelles je devais arriver, et une note pour que j'apporte quelques-uns de mes propres plats de service, car elle avait prêté les siens. J'ai tapé une réponse plus d'une fois, lui disant non, que j'avais ma propre vie, mais je l'ai toujours effacée. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Au lieu de cela, j'ai rempli ma voiture de provisions, jonglant avec des feuilles de calcul au travail tout en planifiant des menus de fête dans un coin de ma tête. À la fête de Noël du bureau, Jessica de la comptabilité m'a coincé près du bol de punch. Elle avait un sourire espiègle et un brin de guirlande emmêlé dans ses cheveux. Elle m'a demandé si j'allais enfin prendre une pause de mon rôle de chef de famille et faire quelque chose pour moi. J'ai ri trop vite, balayant la question, mais elle n'a pas lâché l'affaire. Elle m'a rappelé que personne au travail ne me voyait comme invisible, que les gens respectaient ce que j'apportais. Ces mots ont résonné longtemps après que la musique se soit estompée. En conduisant vers la Côte d'Azur une semaine plus tard, j'ai emporté ces voix avec moi. La confiance tranquille de Michel en mes capacités, l'insistance taquine de Jessica sur le fait que je méritais mieux, l'éloge de mon patron qui me faisait encore rougir. C'était l'épreuve d'un autre monde, un monde où je n'étais pas effacée. De retour dans la cuisine de la villa, j'ai aligné les plateaux de nourriture pendant qu'Adrienne flottait dans le salon dans une robe en satin. Elle posait pour des photos, ses cheveux brillants, son rire pétillant comme du champagne. Père la présentait à un autre invité comme l'avenir de Martin Immobilier, et j'ai senti ma poitrine se serrer. Mais cette fois, le poids appuyait différemment. Il ne m'étouffait plus, il m'aiguisait. Quand j'ai apporté le premier plat, un homme au bout de la table a levé les yeux vers moi. Il a souri et m'a remercié par mon nom, disant qu'il se souvenait de moi d'une présentation à laquelle sa société avait assisté des mois auparavant. J'ai failli laisser tomber le plateau. J'ai hoché la tête rapidement, me retirant avant que ma mère ne puisse rediriger l'attention. Mais la reconnaissance est restée avec moi. Quelqu'un à cette table me connaissait en dehors de cette cuisine. Plus tard, alors que je m'essuyais les mains sur un torchon, tante Rachel s'est de nouveau glissée dans la cuisine. Elle a baissé la voix et a dit qu'elle avait vu ma campagne mentionnée dans le journal, qu'elle avait découpé l'article. Elle m'a dit qu'elle était fière, et j'ai failli m'effondrer sur le champ. J'ai murmuré un merci, la gorge serrée.
La nuit s'est poursuivie comme prévu, les rires et les toasts résonnant dans les couloirs. Adrienne se délectait de chaque compliment tandis que père rayonnait, et mère voltigeait comme un chef d'orchestre pour s'assurer que la performance éblouissait. Mais à chaque plat que je posais, je me rappelais que j'avais une vie qui m'attendait à Lyon. J'avais des contrats à gérer, des projets à mener, des amis qui me voyaient. Debout devant l'évier, la vapeur montant des casseroles, j'ai réalisé que je ne me sentais plus aussi piégée qu'avant. La villa pesait encore lourd, mais j'avais la preuve qu'au-delà de ces murs, j'étais plus qu'une ombre. Cette pensée m'a stabilisée, m'a maintenue debout quand ma mère a jeté un coup d'œil pour me rappeler qu'Adrienne ne devait pas être surchargée de corvées. Au moment où le dessert a été servi, le nœud dans mon estomac s'était desserré. Je ne croyais plus que les applaudissements à l'extérieur de ces portes étaient le seul son qui comptait. J'avais commencé à entendre d'autres voix, des voix qui me rappelaient que j'étais capable, appréciée et forte. Alors que je m'appuyais contre le comptoir, un verre de vin à la main, la décision qui me hantait depuis des années a commencé à se former. Les listes, les rôles, l'invisibilité ne me définissaient plus. Quelque chose d'autre le faisait, et cela m'attendait juste au-delà de cette maison. La salle à manger brillait d'une lumière douce qui se reflétait sur l'argenterie et le cristal poli. Depuis l'embrasure de la cuisine, je pouvais voir la table dressée avec une précision militaire, chaque verre aligné, chaque assiette reflétant le lustre au-dessus. Adrienne flottait parmi les invités, sa robe à paillettes captant la lumière, son rire retentissant comme si la soirée n'existait que pour la célébrer. La voix de mon père se propageait facilement par-dessus le brouhaha. Il parlait du nouveau projet d'Adrienne, un développement de condos de luxe à Saint-Tropez, et de sa fierté qu'elle ait hérité de son talent pour la vision. Les invités se penchaient, hochant la tête, applaudissant poliment, levant leurs verres. Je tenais un plateau de légumes rôtis, la vapeur me montant au visage, et je me sentais comme une servante dans un uniforme que je n'avais jamais choisi. J'ai posé le plateau, à peine remarqué, puis je me suis retirée dans la cuisine. Mon pouls s'est accéléré. La chaleur du four m'enveloppait comme un linceul, et je me suis appuyée contre le comptoir, les paumes moites. Chaque année, la même scène se répétait, seulement plus forte, plus raffinée, comme si les murs de cette maison travaillaient plus dur chaque Noël pour me rappeler ma place. Adrienne est entrée dans la cuisine sans prévenir, son parfum arrivant une seconde avant elle. Elle s'est perchée sur un tabouret, a croisé les jambes et a piqué un morceau de pain sur le comptoir. Ses yeux ont balayé l'étalage de nourriture qui attendait d'être servi. « Tu devrais dresser l'agneau avec plus de garniture », a-t-elle dit. Le client de père est particulier sur la présentation. J'ai réprimé l'envie de rire. Elle n'avait jamais cuisiné une seule côtelette d'agneau de sa vie, et pourtant, la voilà en train de donner des ordres. Comme si elle était le chef cuisinier. Ma main s'est crispée sur le couteau que j'utilisais pour hacher le persil. Je me suis forcée à le poser et je lui ai tourné le dos. Adrienne continue, inconscient. Au fait, a-t-elle ajouté, père a dit que tu devrais garer ta voiture dans la rue demain pour que le voiturier ait de la place pour les invités importants. Je l'ai fixé, les mots s'enfonçant dans ma poitrine. Ma voiture, une modeste Toyota que j'avais durement travaillé pour payer, était apparemment une horreur parmi les berlines de luxe qu'ils attendaient. Adrienne m'a regardé comme si elle avait dit quelque chose d'utile, puis elle a sauté du tabouret et est sortie en coup de vent, laissant la porte battante derrière elle. Le nœud dans mon estomac est devenu plus lourd. J'ai apporté le plat suivant en silence, mais pas prudent, mon sourire figé. Les invités ont complimenté les saveurs, mon père a hoché la tête avec approbation, mais chaque mot était redirigé vers Adrienne. Elle acceptait les louanges avec grâce, inclinant la tête, les remerciant comme si elle avait orchestré toute la soirée. De l'autre côté de la table, tante Rachel a croisé mon regard. Elle a fait un très léger signe de tête négatif, un geste de sympathie, d'avertissement. Cette petite reconnaissance m'a empêché de m'effondrer sur le champ. Plus tard, en débarrassant les assiettes, j'ai entendu ma mère inciter Adrienne. « Raconte-leur ton voyage à Paris, ma chérie. » Adrienne s'est lancée dans une histoire sur sa rencontre avec un investisseur dans un bar sur un toit, exagérant son rôle jusqu'à ce qu'il semble qu'elle seule avait assuré l'avenir de l'entreprise familiale. Des rires ont parcouru la table. J'ai serré la pile d'assiettes si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser. De retour dans la cuisine, je me suis affalée sur une chaise, laissant le bruit de la fête s'estomper en un grondement sourd. Ma poitrine me faisait mal d'un poids familier. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte vitrée qui menait à la terrasse. Au-delà, le ciel nocturne s'étendait, clair et infini, l'océan n'étant qu'une ombre au loin. Je me suis demandé ce que ce serait de sortir et de continuer à marcher, de laisser les lumières et les applaudissements derrière moi. Tante Rachel s'est glissée silencieusement. Elle a posé son verre de vin vide sur le comptoir et s'est appuyée contre le mur, m'étudiant. « Tu as l'air d'avoir besoin d'un peu d'air » a-t-elle dit doucement. J'ai forcé un sourire, j'ai secoué la tête et je lui ai dit que j'allais bien. Elle ne m'a pas cru, je le voyais dans ses yeux, mais elle a laissé tomber. Avant de partir, elle m'a touché l'épaule et a murmuré « Tu mérites mieux que ça. »
Ces mots sont restés longtemps après son départ. J'ai regardé la pile d'assiettes propres, les verres à moitié vides attendant d'être remplis, et j'ai réalisé à quel point tout cela était creux. La nourriture, les décorations, les compliments sans fin lancés à ma sœur, rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit en dehors de ces murs. Le son des applaudissements a de nouveau enflé, et la curiosité m'a ramené vers l'embrasure de la porte. Mon père était debout, levant son verre bien haut, Adrienne rayonnant à ses côtés. Il a porté un toast à son succès, sa grâce, son avenir. Les invités ont applaudi, les appareils photos ont flashé, et une fois de plus, j'étais absente du tableau. Je me suis reculée dans l'ombre, le cœur battant. L'odeur de romarin et d'ail s'accrochait à mes mains, preuve des heures que j'avais consacrées à ce festin. Pourtant, je restais invisible, une ombre silencieuse servant une famille qui m'avait déjà effacée de son héritage. Je suis retournée dans la cuisine et je me suis versé un verre de vin. Le rouge profond tourbillonnait dans le verre alors que je le portais à mes lèvres. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité à faire une pause, à choisir de goûter quelque chose qui m'était destiné. Le vin était corsé, sec, et il m'a brûlé la gorge, allumant quelque chose de plus stable que la rage. Les rires à l'extérieur continuaient, montant et descendant comme des vagues. J'écoutais sans bouger, le dos pressé contre le comptoir, le verre chaud dans ma main. Pendant des années, je leur avais donné chaque once de moi-même, espérant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Maintenant, alors que la nuit se poursuivait sans moi, j'ai senti un changement au plus profond de ma poitrine. J'ai posé le verre lentement et j'ai jeté un dernier regard à travers l'embrasure de la porte. Adrienne a penché la tête en arrière, riant, la lumière du lustre attrapant ses boucles d'oreilles. Mes parents rayonnaient, l'image parfaite pour le monde entier. Mais dans le calme de la cuisine, entourée des plats que j'avais préparés, je savais que je ne faisais plus partie de cette image. Cette connaissance était lourde, mais claire, comme la première note d'une chanson qui ne serait pas réduite au silence. Ma mère est entrée dans la cuisine plus tard dans la nuit, son iPad sous un bras et son verre de vin dans l'autre. Elle ne m'a pas remarqué au début, faisant toujours défiler l'écran, ses lèvres se courbant en un sourire satisfait face au flot de notifications. J'étais à l'évier, rinçant la vaisselle, mes mains se déplaçant automatiquement dans l'eau tandis que ma poitrine se serrait. Elle a finalement levé les yeux, inclinant l'écran vers moi comme pour partager un trophée. « Regarde ça », a-t-elle dit. « Adrienne est magnifique ce soir. » La photo montrait ma sœur debout sous le lustre, son bras passé sous celui de mon père, son sourire large. Chaque image rayonnait de chaleur et de raffinement, des vacances parfaites en images. J'ai cherché rapidement, scrutant les coins et les reflets, espérant voir un aperçu de moi-même. Je n'ai trouvé que des plateaux de nourriture en arrière-plan, jamais mon visage. J'ai demandé tranquillement si elle avait posté des photos de moi. Ma mère a cligné des yeux, son sourire vacillant une seconde. « Tu sais que tu préfères rester à l'écart des projecteurs », a-t-elle répondu, se retournant déjà vers l'écran. Je me suis séché les mains et je me suis appuyé contre le comptoir, ma voix basse mais ferme. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. » La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était l'écho lointain des rires de la salle à manger. Ma mère a posé l'iPad sur le comptoir, croisant les bras. Elle m'a regardé avec cette acuité qu'elle réservait pour les moments où je sortais ne serait-ce que d'un centimètre durant. « Laure, ne commence pas. Ce soir, c'est une question de famille, de bien nous présenter. » J'ai ravalé la boule dans ma gorge. « Bien nous présenter » ai-je répété. Cela veut dire présenter Adrienne. Elle a levé le menton, ses yeux brillants. Elle est notre avenir. Tu es ingrate. Ingrate. Le mot m'a frappé comme une gifle. Ma poitrine brûlait d'un mélange de rage et d'épuisement. J'avais passé 5 ans à cuisiner, à nettoyer, à effacer mes propres besoins pour rendre leurs vacances impeccables, et d'une manière ou d'une autre, c'était moi l'ingrate. J'avais envie de crier jusqu'à ce que les murs tremblent. Au lieu de cela, je me suis redressée, la regardant dans les yeux avec une fermeté que je n'avais jamais montrée auparavant. Je lui ai dit que je ne continuerais pas à faire ça. Pendant un instant, elle a semblé stupéfaite, comme si l'air avait changé. Puis elle a ri doucement, rejetant cela comme un caprice d'enfant. « Bien sûr que si », a-t-elle dit. « Tu le fais toujours. » Puis elle a ramassé son iPad et a quitté la cuisine, ses talons claquant sur le carrelage. Mes mains tremblaient alors que j'agrippais le comptoir. L'odeur de dinde et d'herbe s'accrochait à l'air, lourde et suffocante. J'ai fermé les yeux et j'ai senti le poids de chaque année m'écraser, chaque photo effacée, chaque compliment volé. Pour une fois, au lieu de plier sous ce poids, je me suis senti me redresser. La porte a grincé et tante Rachel est de nouveau entrée, son expression prudente. Elle avait une façon d'apparaître exactement quand j'avais besoin de quelqu'un pour me rappeler que je ne perdais pas la raison. Elle m'a regardé attentivement et m'a demandé si j'allais bien. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai hoché la tête. Elle s'est versé un petit verre de vin sur le comptoir et s'est penchée plus près. « Je vois comment il te traite », a-t-elle dit tranquillement.
Ne pense pas une seconde que personne ne le remarque. J'aurais voulu m'effondrer dans ses bras, laisser ces mots laver les années de silence. Au lieu de cela, j'ai dégluti difficilement et j'ai murmuré « merci ». Elle m'a brièvement touché la main avant de repartir, laissant derrière elle un réconfort qui a perduré. Les heures se sont écoulées jusqu'à ce que les invités commencent enfin à partir. Je me suis occupé des restes, les emballant dans des barquettes en aluminium, frottant les casseroles jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. À travers les murs, j'entendais mon père remercier les invités d'Adrienne, louant son charme et son talent. Le rire de ma mère a suivi, vif et aigu. Quand j'ai enfin terminé, la maison était de nouveau silencieuse. Les talons d'Adrienne ont claqué sur le marbre alors qu'elle montait à l'étage en fredonnant. Mon père a disparu dans son bureau. Ma mère s'est attardée dans le salon, fredonnant en faisant défiler à nouveau son iPad, ses doigts rapides sur l'écran. Je me suis tenue à l'embrasure de la porte, la regardant. La lueur de la tablette illuminait son visage. Elle avait choisi son histoire, celle où Adrienne brillait et où je n'existais pas. Ma poitrine s'est soulevée avec une fermeté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je savais que je lui avais dit les mots à voix haute, que je ne continuerais pas à faire ça. Maintenant, la question était de savoir si j'allais agir en conséquence. J'ai éteint les lumières de la cuisine une par une. Les comptoirs brillaient, les fours étaient silencieux, et la seule preuve de mon travail était l'odeur persistante qui remplissait la maison. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre d'amis, mais pas silencieux, mon cœur battant à un rythme qui ne ressemblait plus à de la défaite. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, le poids de la nuit s'est pressé dans le silence. Je me suis assise sur le bord du lit, fixant mon reflet dans la fenêtre assombrie. Mes mains sentaient encore légèrement l'ail et le romarin. Mon tablier était suspendu sur la chaise, et l'écho des mots de ma mère résonnait dans mes oreilles. « Tu le fais toujours ?» ai-je murmuré dans la pièce vide. « Pas cette fois ?» Le matin est arrivé enveloppé de silence, le genre de silence qui appuie contre les oreilles et vous fait entendre votre propre rythme cardiaque. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de la chambre d'amis, douce et dorée, comme si la maison elle-même n'avait aucun souvenir de la nuit précédente. Je suis restée allongée, fixant le plafond, mon corps lourd de fatigue mais mon esprit vif de résolution. En bas, de faibles tintements et des rires flottaient. La voix d'Adrienne s'élevait au-dessus des autres, claire et insouciante, suivie du tonnerre de celle de mon père. Des invités étaient restés pour la nuit, et la famille donnait déjà une autre représentation autour d'un brunch. Je me suis redressée lentement, les mains posées sur mes genoux, et j'ai senti le calme qui ne vient qu'après la tempête. Dans la cuisine, l'odeur de café et de pain grillé beurré persistait, mais je n'ai pas touché à une assiette. J'ai regardé les rangées de comptoirs brillants, l'évier impeccable, les piles d'argenterie polies quelques heures auparavant. Mon reflet me fixait depuis la porte du four, pâle mais inflexible. À midi, la salle à manger était de nouveau animée. Les invités se sont rassemblés autour de la longue table. Adrienne assise au centre, son rire carillonnant dans l'air. Mon père s'est levé pour porter un autre toast, son verre levé bien haut. Je suis entrée silencieusement, portant la dinde sur son plat en argent. La pièce est devenue silencieuse un bref instant alors que l'odeur emplissait l'air. Tous les yeux se sont tournés non pas vers moi, mais vers la volaille, luisante sous la lumière. Je l'ai posée fermement au centre de la table, la base en argent heurtant le bois avec un son solide. J'ai placé le couteau à découper à côté, puis j'ai redressé mon tablier, toujours noué à ma taille. Ma mère a levé les yeux, ses yeux pétillants d'impatience. « Laure, veux-tu bien la couper, s'il te plaît ?» a-t-elle dit sur ce ton qui n'était pas une question. Mes mains n'ont pas bougé. J'ai senti la chaleur de chaque regard dans la pièce. Lentement, j'ai dénoué le tablier, je l'ai plié et je l'ai posé sur le dossier de la chaise vide à côté de moi. « Non » ai-je dit, ma voix stable et claire. Une vague de confusion s'est répandue sur la table. L'Surar d'Adrienne Vassal, essai fourchette suspendu en l'air. Le visage de mon père s'est assombri, sa main se resserrant sur le pied de son verre. « Pardon » a-t-il dit, son ton sec. « As-tu dit non » J'ai rencontré ses yeux et j'ai répété « non ». Le silence était maintenant une chose vivante, lourde et cassante. Mère a ri nerveusement, essayant de détendre l'atmosphère. « Laure est fatiguée » a-t-elle dit aux invités. Elle ne le pense pas vraiment. Mais je le pensais. Je n'avais jamais rien pensé de plus sincèrement. Je me suis reculée de la table, mes mains libres pour la première fois depuis des années. Je ne servirai plus cette famille. Les mots ont traversé la pièce comme du verre qui se brise. La bouche d'Adrienne s'est ouverte puis refermée, ses joues rougissant. Mon père a posé son verre avec un bruit sourd. « Tu ne vas pas nous embarrasser devant nos invités » a-t-il sifflé. Mais les invités chuchotaient déjà, leurs yeux allant de moi à la famille à la tête de la table. J'ai vu le doute vaciller dans leurs expressions, un changement dans la performance soignée que mes parents avaient construite. La voix de ma mère s'est élevée, aiguë et tendue. A seats toi Laure. Ne fais pas de scène.
J'ai redressé les épaules et j'ai secoué la tête. Je m'appelle Laure Martin, j'ai 33 ans, et pendant des années, Noël dans la somptueuse villa de mes parents sur la Côte d'Azur semblait parfait vu de l'extérieur. Les invités arrivaient en robe de soirée et en smoking, mon père levait son verre sous les lustres en cristal, et ma sœur Adrienne trônait au centre de la table, rayonnante comme le joyau de la famille. Mais tandis que les photographies immortalisaient les rires et les toasts, j'étais cachée en cuisine, préparant festin après festin comme si j'étais une employée. 5 années se sont écoulées ainsi, mes mains dans la farine et le feu, tandis que mon visage disparaissait de chaque souvenir. Jusqu'à cette nuit où quelque chose en moi a cédé, et le silence que j'avais si longtemps porté a finalement éclaté. Que se passe-t-il lorsque la fille qui a été effacée décide qu'elle ne jouera plus son rôle? Restez avec moi, car voici le Noël qu'ils n'ont jamais vu venir. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. La cuillère à sauce a glissé de ma main et a heurté le sol carrelé, éclaboussant mon tablier d'une sauce brune. Je me suis figée, regardant la tache s'étendre sur l'ourlet de mon pull, tandis que de la salle à manger parvenaient des éclats de rire, le tintement des verres et la voix tonitruante de mon père. Ils avaient commencé sans moi. Je suis restée accroupie un instant, les genoux pressés contre le carrelage froid, l'odeur de la dinde rôtie emplissant l'air. De là où j'étais agenouillée, je pouvais voir, par la porte ouverte, la salle à manger. Le lustre scintillait au-dessus de la table en acajou poli, dressé avec du cristal et de la porcelaine fine, une scène qui aurait dû sembler chaleureuse et accueillante. Au lieu de cela, elle ressemblait à une pièce de théâtre où tout le monde avait sa place, sauf moi. Ma sœur Adrienne était assise au centre, portant une robe de soie émeraude qui captait la lumière à chaque mouvement de sa main. Père se penchait vers elle, son visage rayonnant de fierté. Mère était assise à côté de lui, hochant la tête, touchant le bras d'Adrienne avec ce sourire qu'elle ne réservait qu'à elle. Les invités, des hommes en costume sur mesure et des femmes parées de diamants, buvaient les paroles d'Adrienne comme si elle était la star de la soirée. J'ai baissé les yeux vers mes mains, rougie par des heures passées à hacher et à arroser la volaille. La sauce que j'avais fait mijoter toute la matinée avait fini sur le sol, gaspillée, pendant que ma famille portait un toast sans moi. Ma poitrine s'est serrée. Depuis 5 ans, cette scène se répétait. Je cuisinais, je nettoyais, je préparais, pendant qu'ils souriaient pour les photographes, levaient leurs verres et louaient ma sœur. J'ai attrapé un torchon et je me suis essuyé les mains. L'horloge du four indiquait 19h15. Le dîner avait officiellement commencé, et j'étais toujours en cuisine. Les talons de ma mère ont claqué sur le sol en marbre avant qu'elle n'apparaisse à l'embrasure de la porte. Elle a jeté un coup d'œil, ses yeux balayant le comptoir rempli de nourriture. « Laure, a-t-elle dit, sans même me regarder pleinement, assure-toi de sortir un autre plateau de mignardises pour les invités. Adrienne ne devrait pas avoir à courir partout ce soir. » Ces mots ont atterri plus lourdement que la cuillère. J'ai pressé le torchon dans mes mains et j'ai hoché la tête sans parler. Elle était déjà partie avant que je ne puisse répondre, son parfum flottant dans l'embrasure de la porte. J'ai regardé à nouveau vers la salle à manger. Les invités riaient alors que mon père levait son verre à Adrienne. « Notre fierté et notre joie, a-t-il dit. Elle nous fait briller chaque année. » Une salve d'applaudissements a suivi. Mon estomac s'est noué, les muscles de ma mâchoire se sont contractés. J'aurais voulu entrer et crier que j'étais debout depuis l'aube, que c'était moi qui avais assaisonné la dinde, fouetté la purée de pommes de terre, cuit les tartes. Au lieu de cela, j'ai tout ravalé, comme chaque année. Mais quelque chose en moi a changé. Je me suis redressée, mon reflet me fixant depuis la porte du four, mes yeux plus sombres que dans mon souvenir. Je n'étais pas une invitée dans cette maison. J'étais la main-d'œuvre, le chef silencieux que personne ne photographiait, la fille à qui personne ne portait de toast. J'ai posé le plateau de mignardises sur le comptoir, mes doigts agrippant le bord en argent jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le bourdonnement des voix de la salle à manger s'est intensifié à mesure que le vin coulait, chaque rire étant un rappel de ma place. Le rire de ma sœur a retenti, clair, aigu, triomphant. J'ai inspiré longuement et expiré lentement. Assez. J'ai essuyé la dernière trace de sauce de mon tablier, j'ai plié le torchon et je l'ai posé soigneusement sur le comptoir. Mes mains étaient stables pour la première fois de la journée. J'ai jeté un dernier regard à la scène brillante à travers l'embrasure de la porte, puis je me suis retournée vers la cuisine, mon cœur battant à un nouveau rythme. Cette année, je ne me laisserai pas disparaître derrière les portes battantes. Je me suis versé un verre d'eau, le liquide frais me ramenant à la réalité, et je me suis appuyée contre le comptoir. La nuit ne faisait que commencer, mais dans ma poitrine, je savais déjà que la fin ne ressemblerait pas aux années précédentes. La cuillère gisait immobile sur le sol, petit témoin argenté de ma décision. Je me suis penchée, je l'ai ramassée, je l'ai rincée à l'évier et je l'ai mise de côté. Mes mains ont tardé sous l'eau courante, plus longtemps que nécessaire, comme pour laver non seulement la sauce, mais aussi 5 années d'épuisement. Mon esprit rejouait chaque mois de décembre, les mêmes instructions, les mêmes sourires condescendants.
La voix de ma mère résonnait dans ma tête, me disant que j'étais utile en cuisine, tandis que ma sœur était destinée au feu de la rampe. Je me suis séché les mains et j'ai ouvert la porte du four, vérifiant une fois de plus la dinde. La peau dorée crépitait sous la chaleur, le jus grésillait au fond du plat. L'odeur était parfaite, mais cela ne me procurait plus un sentiment d'accomplissement. C'était comme une chaîne qui me liait à un rôle que je n'avais jamais demandé. À travers l'embrasure de la porte, j'ai vu Adrienne lever son verre, son sourire large tandis que les invités applaudissaient. Elle ressemblait à une reine recevant un hommage. Mon père s'est penché plus près, racontant à l'un de ses collègues comment Adrienne avait joué un rôle déterminant lors d'un récent dîner d'affaires. Je me sentais invisible, alors que tout le festin dont il se régalait existait grâce à moi. Ma tante Rachel a croisé mon regard depuis le bout de la table. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête, assez subtil pour n'être remarqué par personne d'autre. Ce simple geste a envoyé une vague de chaleur en moi. Au moins une personne dans cette pièce me voyait. J'ai pressé mes paumes contre le comptoir pour me stabiliser. L'idée d'entrer là-bas, d'exiger une place, m'a presque fait avancer, mais des années de silence ont cloué mes pieds au sol. Ma respiration est devenue courte, mon cœur battant plus fort que le cliquetis des fourchettes contre la porcelaine. Je me suis forcé à respirer profondément, sentant le romarin et l'ail dans l'air. Mes mains tremblaient moins maintenant, stabilisées par quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à ressentir auparavant, la résolution. Je me suis versé un verre de vin cette fois-ci, pas de l'eau. Le liquide rouge miroitait sous les lumières de la cuisine. Je l'ai levé légèrement, comme pour porter un toast à ma propre rébellion silencieuse. La première gorgée m'a brûlé, mais elle m'a réchauffé d'une manière qui semblait juste. Je suis resté là, à écouter, laissant leur voix me submerger sans me laisser me noyer. Cette fois, je savais que ces années avaient mené à ce moment. La cuillère sur le sol, les rires sans moi, les photographies qui n'incluraient jamais mon visage. Pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais le choix. La dinde finirait de cuire dans 40 minutes. Les tartes refroidissaient sur le comptoir, leur doux parfum emplissant la pièce. Tout était prêt, et pourtant je ne me sentais plus obligé de servir. J'ai regardé la porte à nouveau, non pas avec envie cette fois, mais avec clarté. Ma place n'était pas dans cette pièce si cela signifiait m'effacer. Je leur avais donné 5 ans. Ce soir était déjà différent, même s'ils ne le savaient pas encore. J'ai siroté le vin lentement, j'ai posé le verre et j'ai redressé les épaules. Le son du rire de ma sœur a de nouveau retenti, mais cette fois, il ne m'a pas transpercé. Il résonnait comme un bruit de fond à une décision que j'avais déjà prise en silence. La nuit s'étendait devant moi, et pour la première fois depuis des années, elle me semblait m'appartenir. Cela faisait 5 ans depuis ce 1er décembre où tout avait basculé, bien qu'à l'époque je m'étais dit que ce n'était que temporaire. En 2018, quand mes parents m'avaient appelé pour que je rentre à la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat une semaine avant Noël, j'avais été flattée. Je pensais qu'ils voulaient peut-être passer plus de temps avec moi, qu'ils s'ennuyaient de moi d'une manière qu'ils ne disaient jamais à voix haute. La réalité était différente. J'avais fait la route depuis Lyon après le travail, le coffre de ma voiture rempli de cadeaux que j'avais soigneusement emballés. Mon patron avait été assez généreux pour me laisser prendre quelques jours de congé supplémentaires. J'imaginais des soirées douillettes au coin du feu, à rattraper le temps perdu avec mes parents, peut-être même à emmener Adrienne faire des achats de dernière minute comme quand nous étions enfants. Au lieu de cela, quand je suis arrivée, ma mère m'a accueillie avec une liste. Pas une suggestion douce, mais un programme détaillé et dactylographié, agrafé à un dossier. Dinde, tarte, gratin, amuse-bouche, tout était organisé par jour et par heure. Elle l'a dit avec un sourire, comme si elle me faisait une faveur, en me disant que j'étais si talentueuse en cuisine que personne d'autre ne pourrait réussir le banquet de Noël. Je me souviens avoir fixé cette liste, les points nets qui réduisaient mes vacances à des températures de four et des heures de service. Adrienne est entrée dans la pièce à ce moment-là, vêtue d'un pull en cachemire et parlant d'un gala auquel elle assistait avec les partenaires commerciaux de mon père. Mère lui a tendu une coupe de champagne et m'a dit de commencer la compotée d'érelle. Dès la 2e nuit, j'ai compris dans quoi je m'étais engagée. Je hachais des légumes jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal, j'étalais des pâtes à tarte de l'aube à minuit, je polissais l'argenterie pendant qu'Adrienne essayait des robes devant le miroir en pied, demandant à notre mère quelle nuance était la meilleure sous le lustre de la salle à manger. Je voulais lui dire que toutes les nuances allaient bien si on n'avait jamais à toucher une casserole. La veille de Noël, j'avais prévu de retrouver des amis à Nice pour prendre un verre. J'attendais cela avec impatience depuis des semaines, une rare occasion de me sentir jeune et libre. Mon père m'a arrêté à la porte, sa main ferme sur mon épaule. Il a dit que les invités arrivaient plus tôt que prévu et qu'on avait besoin de moi en cuisine. Son ton indiquait clairement que ce n'était pas optionnel. Je me souviens avoir envoyé un SMS à mes amis, annulant à la dernière minute, promettant de me rattraper. Ils ont répondu avec des émojis en forme de cœur et m'ont dit de ne pas m'inquiéter, mais ma gorge me brûlait alors que je rangeais mon téléphone et nouais mon tablier. La soirée s'est prolongée, les rires débordant de la salle à manger. Je transportais des plateaux,
équilibrant des plats plus lourds que je ne pouvais confortablement porter, tandis que les invités complimentaient le style d'Adrienne, son assurance, son charme. Pas une seule personne ne m'a regardé. Quand je me suis enfin glissée dans le couloir, m'appuyant contre le mur pour reprendre mon souffle, Adrienne se tenait là, une coupe de champagne à la main, entourée des collègues de mon père. Elle a désigné le rôti sur la table et a dit que c'était son idée d'ajouter le romarin. Ils ont hoché la tête avec approbation. Une chaleur m'est montée au visage, car c'était moi qui avais expérimenté avec les herbes ce matin-là, ajustant jusqu'à ce que la saveur soit parfaite. J'ai failli parler, failli leur dire la vérité. Mais j'ai vu ma mère qui m'observait de l'autre côté de la pièce, son expression acérée. Je suis retournée en cuisine, les mots se dissolvant dans ma gorge. Plus tard dans la nuit, alors que je frottais des casseroles couvertes de graisse, j'ai entendu mon père porter un toast à Adrienne. Puisse-t-elle toujours garder cette famille unie, a-t-il dit. Des applaudissements ont éclaté. J'étais debout devant l'évier, l'eau brûlante sur mes mains, et j'écoutais les acclamations qui ne m'étaient jamais destinées. Le lendemain matin, c'était le jour de Noël. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres tandis que le papier cadeau jonchait le sol du salon. Adrienne a ouvert un bracelet de chez Cartier, mon père faisant glisser la boîte en velours sur la table avec fierté. J'ai déballé un nouvel ensemble de bols à mélanger. Mère a applaudi, me disant qu'elle savait que je les aimerais, puisque je passais tant de temps à cuisiner. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose de pointu se loger dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas du bracelet ou des bols. C'était le message que ma place avait été décidée sans moi. Adrienne brillait sous les projecteurs, tandis qu'on me tendait les outils pour rester en cuisine. Cet après-midi-là, alors que je chargeais ma voiture pour retourner à Lyon, ma mère m'a brièvement étreinte. Elle m'a dit combien elle était reconnaissante que j'ai rendu les fêtes parfaites. Elle a promis que tout le monde se souviendrait de la merveilleuse célébration que cela avait été. Je savais qu'elle voulait dire que tout le monde se souviendrait d'Adrienne riant sous le lustre, de mon père portant son toast, des invités sirotant leur vin. Personne ne se souviendrait de la femme qui avait passé 3 jours penchée sur la cuisinière. Je suis repartie, l'odeur de la dinde s'accrochant encore à mes vêtements. La radio jouait des chants de Noël joyeux, mais je l'ai éteinte. Le silence était plus facile à supporter que le rappel de mon invisibilité. Cette première année a établi le schéma. Je me suis dit que c'était seulement parce qu'Adrienne avait été occupée, que peut-être la prochaine fois les choses s'équilibreraient. Je voulais croire que mes parents nous aimaient également, que j'étais simplement douée pour la cuisine et l'organisation. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. La vérité était que mes parents voyaient Adrienne comme le joyau de la famille Martin, la fille qui porterait leur nom dans les dîners mondains et les galas de charité. Et ils me voyaient comme fiable, stable, utile. Celle qui faisait tourner les rouages pour que le spectacle soit impeccable de l'extérieur. C'est cette année-là que le rôle de chef de Noël m'a été confié sans mon consentement. Et une fois qu'il fut mien, il n'y avait plus moyen de le rendre. Je serrai plus fort le volant en y repensant maintenant, des années plus tard, debout à nouveau dans cette même cuisine, avec l'odeur de sauce et d'ail épaisse dans l'air. Ce 1er décembre était censé être spécial, mais il avait été le début de ma disparition. La nuit qui s'annonçait, en 2022, me semblait lourde du poids de chaque décembre qui l'avait précédée.